Le magnésium, c'est un métal, c'est un ion, comme le potassium, le sodium ou le calcium. Il est largement utilisé en complément alimentaire et parfois prescrit. Et paradoxalement, c'est le moins connu de tous ces ions. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce magnésium? À quoi il sert? Où se trouve-t-il? Et quels sont nos besoins? Et comment on va les satisfaire? Et ben, on voit ça tout de suite. Une revue vient d'être publiée dans le New England Journal of Medicine qui fait le point sur ce que l'on sait sur le magnésium. Et à la fin, comment on peut satisfaire nos besoins, il fait beau, nos besoins en magnésium. Ce magnésium est partout. C'est-à-dire, quand je dis qu'il est partout, il est aussi bien dans les plantes que dans les animaux et les mammifères, comme nous. C'est ce qu'on appelle un cofacteur de la production d'énergie. C'est-à-dire qu'il aide à ce que nos mitochondries, nos cellules produisent de l'énergie. Et sans énergie, il n'y a pas de vie. Donc, il est indispensable à la vie. Il assiste plusieurs fonctions de notre organisme. La régulation de certains rythmes biologiques. Il assure aussi une régulation dans les fonctions et les synthèses des protéines, des lipides et des hydrates de carbone, du sucre. On va y ajouter un contrôle aussi sur la contraction musculaire au niveau de ce que l'on appelle la jonction neuromusculaire. Ça où l'influx nerveux va arriver sur le muscle et provoquer une contraction. Oui, le muscle, il se contracte pas comme ça. Il faut un influx nerveux. Si je lève le bras, c'est que j'ai un influx nerveux qui part de là. Ici, il part de là. Si je tourne la tête pour regarder ce beau soleil, eh ben, ça part de là. Et si je retourne la tête vers la caméra, ça part de là aussi. Un influx nerveux, sans magnésium, ça marche pas. Il y a aussi avec ça le contrôle du rythme cardiaque. Le magnésium stabiliserait le rythme cardiaque. On verra ça tout à l'heure. Mais autre chose, c'est que le magnésium joue un rôle dans le tonus des artères. Une artère, bon, vous savez ce que c'est, il y en a une là, il y en a une là. Mais c'est pas inerte, ça se contracte, ça se rétrécit ou ça se dilate. Voilà. Eh bien, le magnésium joue un rôle dans tout ça. On pourrait dire que ce magnésium, c'est un second messager, transmet un signal à l'intérieur de nos cellules, parce que justement, ce magnésium, on le trouve surtout à l'intérieur des cellules. Il est dans nos cellules et il joue un rôle de messager. Où est le magnésium dans notre corps et d'où il vient? Alors, il y a 3 acteurs, l'intestin, le rein et l'os, qui vont réguler, qui vont jouer un rôle sur la quantité de magnésium qu'il y a dans notre corps. Cette quantité, c'est 25 grammes de magnésium dans notre corps. Et la plupart de ce magnésium, il est stocké dans l'os. C'est pas le seul. Le calcium aussi, il est stocké dans l'os. Au niveau de l'intestin, c'est 30 à 40% du magnésium ingéré qui est absorbé par l'intestin. Cette absorption se situe au niveau de l'intestin grêle, elle est passive, mais aussi au niveau du côlon. Et ça, c'est un ajustement de l'absorption qui serait effectué au niveau du côlon, et c'est un mécanisme là actif, en fonction du taux de magnésium. Deuxième acteur, le rein. Parce que le rein, à quoi il sert le rein? C'est un filtre, il va filtrer. Et il va filtrer le magnésium qui va être éliminé dans les urines. Mais il va en réabsorber une partie. En d'autres termes, le rein est un filtre intelligent. Il réabsorbe ce qui est utile et il va réabsorber du magnésium. Troisième acteur, l'os. L'os, c'est le lieu de stockage du magnésium. Et 60% du magnésium, c'est dans l'os. Il est situé dans l'os, plus exactement. Cet os sert de réservoir à nos besoins en magnésium. On va aller le puiser dans l'os si on en a besoin. Ce magnésium joue aussi un rôle, comme le calcium, dans la formation de l'os. Et on a pu montrer que si on a des taux suffisants de magnésium, si on augmente le magnésium, eh bien on augmente aussi la densité osseuse. Donc on limite les risques d'ostéoporose. Les carences en magnésium peuvent, à cet égard, être néfastes pour la qualité de l'os. On peut le mesurer, ce magnésium, dans le plasma, dans le sang, en faisant une prise de sang. Le taux de magnésium dans le sang serait normalement compris entre 1,7 et 2,4 mg par décilitre.
Ce qui fait qu'on définit une carence en magnésium quand ce taux de magnésium est inférieur à 1,7 mg par décilitre. Oui, mais c'est une toute petite partie, le magnésium mesuré. C'est 1% du magnésium total. Donc, est-ce que ça reflète vraiment une carence? Là aussi, c'est pas très clair. Il n'empêche que ce taux a été retenu parce que c'est en dessous qu'on aura des manifestations. Un taux de magnésium bas, on a observé que c'était plus fréquent chez les diabétiques et que c'était plus fréquent chez les patients hospitalisés. Ah, pourquoi? Ben, on sait pas. Et puis pas que, mais pas que. C'est en dessous de ces taux qu'on aura des manifestations tout à fait ennuyeuses, comme une augmentation de la mortalité, toutes causes confondues, mais une augmentation aussi de la mortalité cardiovasculaire. Donc, hypomagnésémie est assortie d'une augmentation de la mortalité, quelle qu'en soit l'origine, et d'une augmentation de la mortalité d'origine cardiovasculaire. Les causes des carences en magnésium, bon, il n'y en a pas 36, ce sont les carences d'apport, essentiellement, l'augmentation des pertes intestinales ou les augmentations des pertes rénales en cas de maladie rénale. Le dosage de magnésium n'est pas fait en routine, ça ne fait pas partie des bilans d'entrée des hôpitaux, sauf dans certains cas particuliers. Une autre cause de carence en magnésium, c'est une consommation excessive d'alcool. Il y a des causes médicamenteuses qui font baisser le magnésium, c'est l'usage des antibiotiques. Et bon, est connu l'usage des inhibiteurs de la pompe à protons. Vous savez, ce sont ces médicaments qui inhibent la sécrétion acide de l'estomac. C'est utile dans le cas de reflux, c'est utile en cas d'ulcère ou de gastrite, et ça soulage bien les douleurs. Sauf qu'au long cours, ces inhibiteurs de la pompe à protons, ça entraîne une hypomagnésémie, une baisse du magnésium. Enfin, il existe des causes génétiques. Il y a des gens qui ont constitutivement d'origine génétique des baisses de magnésium. Dans les manifestations cliniques, il y en a plusieurs. Les crises de tétanie, on a des tremblements musculaires, la faiblesse musculaire, on a du mal faiblesse musculaire, on a du mal à contracter ses muscles, les crampes musculaires aussi qui sont fréquentes surtout au niveau du pied. Moins connues, les arythmies cardiaques. Et ces arythmies peuvent être de différentes natures, qui vont de la fibrillation auriculaire, par exemple, aux extrasystoles. Je ne parlerai pas plus dans les détails, ça peut entraîner ça, des palpitations. Moins connu aussi, c'est que une baisse du magnésium s'est associée sur le plan clinique à un diabète et à une insulinorésistance. Alors, qu'est-ce que c'est l'insulinorésistance? Le diabète, c'est qu'il faut beaucoup plus d'insuline pour que le glucose rentre dans la cellule. Ah ouais, c'est mal fait. Le glucose, il circule, mais il rentre pas tout seul. Il faut de l'insuline. Dans le prédiabète, il faut de plus en plus d'insuline pour faire rentrer ce glucose de sorte que on n'est pas diabétique, mais le taux d'insuline nécessaire monte. Puis à un moment donné, le pancréas, il ne peut plus. C'est le diabète. Il y a une association avec un taux bas de magnésium et de l'insulinorésistance. L'insuline augmente les pertes en magnésium. Au niveau des tuyaux, des vaisseaux, un taux de magnésium trop bas provoque une vasoconstriction. Les artères diminuent de calibre. Si elles diminuent de calibre, la pression augmente. Donc, on a pu constater en effet qu'une baisse de magnésium était assortie à une hypertension artérielle. Il y a les sources de magnésium, il y en a plusieurs. Cacao, c'est le champion. Alors, c'est toujours pour 100 grammes. Pour 100 grammes, on a 300 mg de magnésium dans le cacao et 100 mg dans le chocolat. Les fruits de mer aussi peuvent contenir, selon les fruits de mer, entre 200 à 300 mg de magnésium, toujours pour 100 grammes. Les céréales sont aussi riches en magnésium, de même que les noix, les fruits secs et les légumes verts. Par exemple, les haricots contiennent de 30 à 50 mg de magnésium, toujours pour 100 grammes. Les fruits secs entre l'abricot, 30-40 mg, la banane, 30 mg pour 100 grammes. Et les épinards aussi. Faut pas oublier les eaux minérales, il y en a 3, l'épar, l'abadois et la contrex. J'ai pas d'action dans ces eaux minérales, qui contiennent entre 70 et 120 mg de magnésium par litre. Alors, quels sont les besoins? Ils ne sont pas connus. On pense que 100 mg sont absorbés par jour et qu'on en perd 100 mg par jour pour être à l'équilibre. Donc, puisque tout n'est pas absorbé, refaites le calcul, je vais le faire pour vous.
On estime entre 300 et 400 mg par jour les besoins en magnésium. Pour qu'on n'ait pas de soucis. Alors, il y a les compléments alimentaires. Attention à ces compléments alimentaires qui parfois peuvent être dangereux. Corriger une carence, c'est pas du tout la même chose que supplémenter. Parce que supplémenter, on est bien au-delà des doses nécessaires, on est bien au-delà des doses physiologiques. Et ce débat entre corriger une carence et supplémenter avec des compléments alimentaires, c'est l'objet de grands débats avec quelquefois des événements graves quand on prend trop de ces compléments alimentaires. Mais ça, faites attention parce que c'est une autre histoire.